C'est l'entretien, notre entretien. Notre invité, c'est David Lépée. Il change de casquette. Il change de casquette cette fois-ci. David Lépée, vous avez publié il y a environ maintenant un an, je crois. Un peu moins d'un an. Socialisme asiatique, l'Orient est-il toujours rouge? Alors c'est vrai que en Occident, ce sont toujours les mêmes qui parlent de l'Orient et c'est souvent, on a l'impression, des universitaires qui n'ont pas un rapport charnel avec ces pays qui parfois l'ont visité ou d'autres fois répètent ce qu'on dit ici ou là, mais sans avoir d'abord cette connaissance de la langue et du pays et des peuples. Puisque quand on parle d'un pays, il faut connaître son peuple. Alors je crois que vous parlez chinois déjà, ce qui est un petit peu. Un petit peu. Et alors, enfin, ça, je vais arrêter là. Voilà, il faut arrêter, mais parce qu'on ne parle pas chinois. Non. Mais il y a je sais qu'on est suivi en Chine, évidemment. Par contre, la première question que j'aimerais vous poser, socialisme asiatique, en quoi sont-ils asiatiques, ces socialismes? Alors, ils ont une spécificité culturelle, comme je pense tous les socialismes du monde. Mais c'est vrai que alors je traite de deux pays. Oui, vous parlez de la Chine populaire et de la Corée du Nord essentiellement. Qui sont déjà très différents et qui s'inscrivent dans une tradition, un terroir confucéen en partie, lié à des archaïsmes et à des spécificités. On n'est pas dans un modèle de socialisme hors sol, ce qui n'est pas un critère suffisant de réussite. Je le précise bien dans l'introduction. C'est un critère nécessaire d'avoir un socialisme qui ne soit pas imposé, mais ce n'est pas un critère suffisant pour que ce soit Quand vous dites que c'est un socialisme qui n'est pas imposé, ça m'étonne un petit peu. Alors oui, évidemment, il est imposé politiquement. Quand je veux dire qu'il n'est pas imposé, c'est-à-dire au temps où Moscou se présentait comme la Rome, la Mecque du monde communiste. Il y a eu beaucoup de contestations de ça, pas uniquement en Asie d'ailleurs. Chacun voulait trouver sa propre voie vers le socialisme. Oui. Et la singularité de cette voie chinoise, vous avez parlé de confucéisme, moi, ça m'étonne un petit peu parce que j'ai l'impression que le maoïsme, en tout cas tel que je le connais, s'est opposé aussi à la tradition chinoise. Il y a une logique de la table rase dans le maoïsme. Alors en fait, le confucianisme est beaucoup plus présent dans le Parti communiste chinois d'aujourd'hui qu'à l'époque. En réalité, il y a eu d'ailleurs une campagne pendant la révolution culturelle qui s'appelait Pi Ling Pi Kong. Ça veut dire critiquer Lin Piao, un des responsables de la révolution qui a fini dans un accident d'avion, et Confucius. Donc déjà, mettre d'un côté un officier de l'armée puis un philosophe mort, c'était un peu étrange, mais ça fait partie de ce fourre-tout de la révolution culturelle, tout simplement parce que c'était, alors là c'est très communiste, la table rase, déraciner, éradiquer ce qu'on appelait les vieilleries liées à la féodalité, liées au culte de la famille, au culte de l'empereur, pour construire un monde nouveau. Seulement, aujourd'hui, le communisme actuel, pour autant qu'il puisse encore s'appeler comme ça en Chine, est un communisme, on va dire, néoconservateur, qui conserve à la fois les acquis, enfin qui essaye de conserver, de tabler sur le souvenir de la glorieuse révolution, mais en remontant aussi plus loin la référence à certains empereurs et au confucianisme, à la fois parce que c'est chinois, donc c'est identitaire, et à la fois parce qu'il y a des vertus morales et politiques, notamment de loyauté, de fidélité et d'obéissance. Alors qu'est-ce qui peut rester du communisme en Chine? Moi, ça m'étonne beaucoup, parce que la Chine est quand même le pays aujourd'hui d'un certain hyper-capitalisme. Oui. Toutes les multinationales s'installent en Chine, on fait travailler des adolescents, ça marche même parfois là. Oui, un petit peu à la... effectivement plus grand-chose. Qu'est-ce qui reste de ce socialisme, du communisme? Alors, donc, un goût pour l'ordre? Alors, un goût pour l'ordre, le parti unique. Il y a encore certains services qui sont, mais très peu nombreux, qui s'inscrivent dans cette tradition collective, mais très peu. Par contre, c'est très présent dans le discours et c'est devenu, en fait, l'habit du nationalisme chinois, tout simplement. Cela dit, le côté internationaliste reste, parce que le nationalisme est très fort, mais il est dans une tradition quand même, toujours, on le voit notamment dans la manière dont la Chine se comporte dans les institutions internationales. Souvent des veto quand même. Oui, voilà, mais la souveraineté est aussi sacrée qu'elle l'était en 1949, à l'époque de la Révolution. La souveraineté, la sienne, est celle de ses alliés. Je pense par exemple à certains alliés africains ou autres. Les Chinois ne transigent pas avec ça. Comment vous qualifieriez aujourd'hui le régime chinois ? Parce que c'est toujours la République populaire de Chine, mais... Bon, il y a un côté national communiste, mais ça, c'est tous les régimes communistes du monde. Je veux dire, ça, c'est pas... Alors, j'aurais de la peine à le
Est-ce que c'est une fusion entre des pratiques maoïstes et un hypercapitalisme mondialisé? Est-ce que c'est une sorte de national-étatisme, comme on peut avoir ce serait plus Poutine. juste que, oui, bien sûr, ce serait plutôt que le terme de communisme, ce serait plus juste de parler de national-étatisme, parce que, comme on le sait, le libéralisme sauvage, même si on peut le théoriser comme une jungle capitaliste sans foi ni loi, dont le monde réel, sauf exception, s'appuie sur l'État. Et l'État n'est pas seulement un barrage au capital. L'État est le moyen sur lequel le capital s'appuie pour prospérer, que ce soit à travers des lois qui permettent aux entrepreneurs de disposer d'une certaine liberté, ou que ce soit à travers l'imposition. Oui, un exemple que je donne, c'est par exemple quand Google a voulu entrer sur le marché chinois, ils ont dû traiter avec l'État, tout simplement, avec le Parti communiste, et tout passe par là. Donc c'est du libre marché, mais c'est du libre marché sous tutelle étatique. En gros, oui. Alors, autre pays que vous traitez dans votre livre, l'Orient est-il toujours rouge, socialisme asiatique, l'Orient est-il toujours rouge, c'est la Corée du Nord, la mystérieuse Corée du Nord. J'y suis pas allé par contre. Qui inspire, vous n'y êtes pas allé, mais vous avez une petite expérience des milieux nord-coréens, parce que je crois que lorsque vous étiez en Suisse, vous fréquentiez, je crois, une association d'amitié nord-coréenne. Oui, vous êtes un homme curieux. C'était l'association d'amitié helvético-nord-coréenne pour la réunification pacifique de la Corée sous l'égide du Nord socialiste. C'est un acronyme, mais je vous la fais longue. C'est une petite association située à Berne, dans les locaux de l'ambassade de Corée du Nord, où on peut assister à des conférences, goûter des spécialités nord-coréennes. Mais c'est très troublant parce que les Suisses qui sont là sont vraiment des partisans, de chauds partisans du régime. Il y a des gens de gauche, des gens de droite, un peu de tout. Et disons, comment dire, il y a un décorum, il y a une cérémonie, il y a une manière de faire qui m'a beaucoup rappelé ce qui se passe à l'armée. Par exemple, à l'armée, en tout cas dans l'armée suisse, c'est comme ça. Quand on dit votre nom, même quand un officier dit votre nom, même au milieu d'une phrase, il faut répondre présent. Il faut l'interrompre pour répondre présent. C'est un réflexe automatique pavlovien. Et là, c'est exactement pareil quand l'orateur qui s'exprime en allemand, c'est un Zurichois, je crois, cite Kim Il-sung, qui a toujours Unser Führer, c'est l'expression usitée. Ça fait un peu bizarre quand on est francophone, mais Unser Führer, Kim Il-sung, Kim Jong-il ou Kim Jong-un, il s'interrompt quelques secondes, de laisser le temps au spectateur de tourner le regard vers le tableau du leader en question. Il ne faut pas se tromper. Bon, ils ont des coiffures différentes. Comme on se tourne vers la Vierge Marie à la messe catholique quand on récite l'Ave Maria. Je ne savais pas ça. Mais oui, mais on entend le nom et il faut regarder le portrait. Alors, il y a beaucoup de fantasmes sur la Corée du Nord. On parle d'État caserne, d'État secte, de nation secte parfois. C'est vrai que c'est très étrange, la Corée du Nord, parce que je crois qu'ils ont rompu plus ou moins avec le marxisme pour inventer leur nouvelle théorie, le Juche. Il y a un fond très ethnocentriste, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que vous pourriez nous parler justement de cet aspect très étrange pour une intelligence européenne, de la Corée du Nord? Le régime est fondé en grande partie sur des bases traditionnelles racialistes, beaucoup plus que la Chine. Et je pense, contrairement à ce qu'on croit, que la Corée du Nord est moins communiste que la Chine. Pas pour des raisons liées à la collectivisation de l'économie, au contraire, mais liées au fait que c'est quelque chose de beaucoup plus proche, là aussi, d'une révolution conservatrice, mais au sens que ça a dans nos idées politiques européennes, dans la mesure où il se voit comme un peuple, on va dire moralement supérieur par la race, mais faible par leur supériorité. C'est pas la supériorité raciale aryenne, on est les meilleurs et c'est pour ça qu'on domine les autres. Non, on est dominé les autres parce qu'on est pur. Et les autres en profitent. Les méchants américains et aussi les alliés, les méchants russes, les chinois qui nous financent, mais ils nous doivent bien ça parce que finalement nous sommes des purs. Ce qui n'est pas forcément un racisme agressif, c'est plutôt un racialisme, mais c'est quand même une vision basée beaucoup là-dessus, avec des traditions dynastiques qui sont tout sauf matérialistes. Le marxisme est une dialectique matérialiste. Là, pas du tout. Là, au contraire, on est dans la superstition, dans la croyance au Dieu, même aux vertus presque magiques du grand leader. Mais j'emploierais le terme plutôt de Philippe Pons, un auteur très intéressant qui a écrit un bon bouquin là-dessus, parle d'état-guérilla. Je pense que ça convient bien. Ils ont gardé la tradition du maquis, puisque le Kim Il-sung venait du clan des maquisards, et l'État fonctionne toujours en état de siège. Alors on a très peu de temps pour évidemment entrer dans tous les détails de cette question tout à fait passionnante. En lisant votre article sur la Corée du Nord et d'autres textes, ça fait penser un peu aux théories d'Ernst Nikic sous certains aspects, quelque chose de très soldatique. Oui, c'est vrai. C'est le travailleur spartiate, soldatique comme ça. Oui, c'est vrai. Il y a quelque chose comme ça. Je comprends que ça fasse pas rêver l'extrême gauche européenne. Non.
Oui, et qu'au contraire, il y a actuellement un tropisme nord-coréen. Plutôt dans la droite radicale, en effet. Oui, j'ai l'impression que ces derniers temps. Oui. Et alors, est-ce que vous pourriez nous parler de la diplomatie, de la politique étrangère de ces pays? Est-ce que ce sont des pays qui ont une vision des relations internationales en dehors de la défense de la souveraineté? Je parle de là pour la Corée du Nord. Ou alors c'est une diplomatie assez sèche, assez agressive, avec beaucoup de rodomontades dont on ne sait jamais vraiment s'il faut les prendre au sérieux. En face du côté américain aussi, d'ailleurs, on ne sait jamais. Ouais. Je pense pas que le choc soit aussi imminent qu'on le dit. Je pense que ça fait partie d'un jeu de rôle et de prestige. Mais comment dire, là, c'est faire des prospectives sur lesquelles je ne m'avancerai pas. Et dernière question, est-ce que vous croyez à, comment dirais-je, aux menaces, à la possibilité d'une guerre nucléaire entre la Corée du Nord et les États-Unis? La possibilité existe, mais ce qui me fait douter, c'est qu'en fait, même si on nous vend ça comme un moment de crise énorme, en fait, ça fait au moins la 3e ou 4e fois ces 15 dernières années qu'on a la même situation avec d'autres présidents américains. Avec Bush, en fait, la situation était beaucoup plus tendue qu'avec Trump. Clinton étant le seul à avoir fait un petit effort de rapprochement. Donc, les dernières fois, ça n'a pas viré en guerre. Cette fois-ci, je ne sais pas, mais je n'ai pas l'impression que ce soit si différent. Très bien. On parlera peut-être un jour des femmes en Corée du Nord. Alors ça, vous avez de très belles photos, oui. De très très belles photos, et j'invite donc les téléspectateurs à commander le livre de notre ami David Lépée, Socialisme asiatique, l'Orient est-il toujours rouge? J'ai oublié de préciser qu'il était publié aux éditions des Livres Noirs, voilà, qui est lié à la revue Rébellion, de nos amis. Et pour les femmes nord-coréennes, se référer à Yann Moix, qui est spécialiste de la question. Yann Moix, spécialiste des femmes nord-coréennes. Il y aurait peut-être un album photo sur les femmes coréennes qu'on pourrait faire d'ailleurs préfacer par David Lépée.